Mon voisin s'est vanté lors de mon barbecue. Je bois ta bière et je me fais ta femme. Mauvaise idée. Une prise, une seconde. Il a passé 5 semaines à boire à la paille. Mais ce n'était que le début. Ce que ma femme cachait dans les sacs à dos de nos filles. Ce qu'elle a signé dans mon dos. Et ce qu'un test sanguin a révélé à propos de notre cadette. C'est là que la vraie guerre a commencé. Je m'appelle Kurt Harwick. J'ai 44 ans. J'ai passé 9 ans comme officier de renseignement dans l'armée. J'ai le genre de travail où l'on apprend à lire les gens. Lire une pièce. Lire les silences entre les mots. Après avoir quitté le service, je suis passé dans le secteur privé. Actuellement, je dirige les opérations de sécurité pour une holding de construction de taille moyenne basée à Charlotte, en Caroline du Nord. J'ai un prêt immobilier, un chien nommé Hector et 2 filles qui comptent plus pour moi que tout ce que j'ai jamais eu à protéger en mission. Paige a 8 ans, Ren en a 6. Elles sont la raison pour laquelle cette histoire est importante. Ma femme, bientôt mon ex-femme, s'appelle Evelyne, 40 ans. Elle était chaleureuse quand je l'ai épousée. Drôle, le genre de femme qui se souvenait de votre commande de café sans demander et vous taquinait à ce sujet pendant une semaine. Il y a environ 3 ans, quelque chose en elle a commencé à dériver. Je l'ai remarqué comme on remarque qu'une pièce se refroidit. Pas tout d'un coup, juste graduellement, jusqu'au jour où l'on réalise qu'on garde son manteau à l'intérieur depuis des mois. Cette dérive avait un nom, Silas Vin. Il est arrivé dans notre quartier il y a environ 2 ans. Il se présentait comme un coach en transformation narrative et un architecte de vie consciente. Un homme grand, la quarantaine, le genre d'homme qui souriait comme s'il savait quelque chose que vous ignoriez. Il animait des ateliers le week-end dans un studio loué à Dilworth. Il facturait $400 la séance et avait une clientèle composée principalement de femmes aisées qui traversaient ce qu'il appelait des transitions énergétiques. En clair, une crise de la quarantaine avec un budget marketing. Evelyne a été présentée à lui par un groupe d'amis. Je pensais que c'était une passade. J'avais tort. Le jour où tout a basculé fut le dernier samedi de juin. Nous organisions une fête anticipée pour le 4 juillet. Le barbecue chauffait dans le jardin, environ 20 personnes étaient présentes, y compris mon collègue de l'entreprise, le cercle de yoga d'Evelyne, nos voisins et nos 2 filles courant pieds nus dans l'herbe. J'étais au barbecue, spatule dans une main, boisson fraîche dans l'autre, sentant un instant que tout allait bien. Puis Silas est entré par le portail latéral comme s'il était propriétaire du jardin. Il s'est servi une bière dans la glacière sans demander, puis s'est dirigé vers l'endroit où je me tenais et m'a donné une tape vigoureuse dans le dos. Pas une tape amicale, le genre fait pour vous faire trébucher. Je n'ai pas trébuché, mais je l'ai senti. Il s'est penché assez près pour que je sente l'odeur de la bière déjà présente dans son haleine et a dit assez fort pour que le groupe d'invités le plus proche entende, « Mec, tu as tout pour toi. Super bière, super nourriture. » Il a fait une pause, laissant son sourire s'élargir. Superbe femme, aussi. Même si je dirais que je l'apprécie plus que toi. Quelques personnes ont ri. Des rires nerveux. Le genre que les gens utilisent pour combler un silence inconfortable. Quelqu'un près de la table des boissons a détourné le regard. J'ai observé Evelyne à travers le jardin. Elle avait un verre de rosé à la main et se tenait complètement immobile, regardant la ligne de clôture comme si elle étudiait quelque chose au loin. Elle n'a rien dit. Puis Paige a tiré sur ma chemise, m'a regardé avec ses grands yeux bruns et a demandé doucement, « Papa, qu'est-ce qu'il veut dire ?» Cette question a frappé plus fort que la bousculade. Mais je n'ai pas bronché. J'avais 9 ans d'entraînement pour exactement ce genre de situation. Garder un visage neutre. Garder les mains stables. Recueillir des informations avant d'agir. Ce que j'ai fait ensuite, je n'en suis pas fier dans le sens où je n'avais pas prévu que ce soit théâtral. C'était juste l'instinct. Silas souriait toujours, se tournant pour jouer avec la foule, quand j'ai posé ma spatule, me suis approché et ai appliqué une technique de contrôle du poignet apprise au niveau 2 de combat au corps à corps à Fort Bragg. 2 secondes, ses genoux ont fléchi. Il est tombé durement sur l'herbe, sa boisson éclaboussant les dalles de la terrasse. Il s'était tordu le poignet en essayant de se rattraper. Plus tard, j'ai appris qu'il se l'était fracturé à 2 endroits. Il a passé les 5 semaines suivantes à tout boire à la paille. Le jardin est devenu complètement silencieux. J'ai ramassé ma spatule,
Me suis retourné vers le grill et ai dit calmement, le repas est presque prêt. Personne n'a ri après ça. Plus tard ce soir-là, après que tout le monde fut rentré et que les filles furent endormies, je me suis assis seul sous le porche arrière. Hector était couché à mes pieds. La guirlande lumineuse au-dessus de la table oscillait dans une légère brise. J'ai fixé la balançoire et repensé à la question de Paige. J'ai pensé au silence d'Evelyne et j'ai décidé que quoi qu'il arrive ensuite, je n'allais pas réagir. J'allais répondre. Il y a une différence. L'un perd, l'autre gagne. Je suis rentré, j'ai versé le reste de mon verre dans l'évier et j'ai sorti mon ordinateur portable. Le travail avait déjà commencé. Le lendemain du barbecue, je me suis réveillé avant 5 heures. Evelyne dormait encore. Je me suis tenu dans la cuisine, j'ai fait du café et j'ai regardé le jardin à travers la porte vitrée coulissante pendant qu'Hector tournait autour de mes pieds. La balançoire était humide de rosée. Les chaises de terrasse étaient encore disposées de manière désordonnée depuis la veille. Je n'avais touché à rien. Je voulais regarder la scène un peu plus longtemps. Parfois, la preuve est dans la disposition. J'avais passé 9 ans à décrypter le comportement humain pour l'armée. Je savais à quoi cela ressemblait quand quelqu'un cachait quelque chose. Les micro-changements, les demi-réponses, la façon dont les yeux d'une personne deviennent plats quand elle feint le calme au lieu de le ressentir. J'avais regardé Evelyne faire toutes ces choses pendant des mois. Je ne m'étais simplement pas autorisé à le nommer. Maintenant, je le nommais. Les problèmes n'avaient pas commencé avec Silas. Je dois être honnête à ce sujet. Cela avait commencé il y a environ 2 ans et demi. Silencieusement, comme les dommages structurels commencent de manière invisible jusqu'à ce que quelque chose s'effondre. Evelyne avait rejoint un groupe de bien-être pour femmes. Au début, c'était des randonnées le samedi matin et des échanges de recettes de dîner. Puis c'est devenu des ateliers en soirée, puis des retraites le week-end, puis un changement de langage que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. Elle a commencé à parler d'énergie et d'architecture émotionnelle. Elle a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée, puis a arrêté de répondre aux questions sur la sienne. Elle me traitait de rigide. Elle disait que je ne savais pas être présent. Peut-être qu'elle avait raison sur certains points. Je ne suis pas un homme qui exprime ses pensées à voix haute. Mais ce qu'elle faisait n'était pas un traitement de l'information. C'était une réécriture. La semaine après le barbecue, j'ai appelé Declan Marsh. Declan et moi avions servi ensemble à Fort Huachuca. Renseignements tous les deux, spécialités différentes, même instinct pour lire les systèmes défaillants. Il avait quitté l'armée 2 ans avant moi et s'était lancé dans l'expertise judiciaire numérique privée. Il était le meilleur que je connaissais pour construire une piste de preuve qui tiendrait sous la pression. Je l'ai rencontré dans un café au sud de Charlotte. Il avait la même apparence que toujours. Calme, observateur, le genre d'homme qui ne s'asseyait jamais dos à une porte. « Dis-moi ce que tu as », a-t-il dit en faisant glisser un petit carnet sur la table. Je lui ai tout dit. Les ateliers, les soirées tardives, le message vocal que j'avais trouvé sur l'iPad d'Evelyne il y a 3 mois. Silas, mielleux et certain, disant qu'elle gaspillait son potentiel avec un homme qui avait déjà décidé qui elle était. Declan a écouté sans interrompre. Empreinte numérique, a-t-il demandé quand j'ai fini. J'ai accès aux appareils partagés, lui ai-je dit. Compte cloud commun, réseau domestique partagé. Il a hoché la tête lentement. Alors on commence par là. Légalement, pas de raccourci. Tu veux que ça tienne au tribunal. Tout doit être propre. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Au cours des 10 jours suivants, Declan m'a aidé à mettre en place un système de surveillance sécurisé sur tous les appareils ménagers partagés. Alerte par mots-clés, journaux d'horodatage, tout stocké sur un cloud privé crypté sous un nom d'emprunt. Chaque conversation que Silas et Evelyne avaient près d'un téléphone, d'une tablette ou de notre enceinte connectée entrait dans le dossier. En 72 heures, j'ai eu la première pièce dont j'avais besoin. Evelyne et Silas en appel vidéo discutant de nos filles. Pas chaleureusement. Silas lui disait que Paige absorbait les schémas énergétiques suppressifs du père, et qu'elle devait être redirigée vers un modèle émotionnel plus sain. Il le disait de la façon dont un consultant décrit un livrable de projet, clinique, détaché. Ma fille de 8 ans était un projet pour lui. Je me suis assis à mon bureau à 23 heures et j'ai lu la transcription 3 fois.
Puis j'ai ouvert une fenêtre de navigateur séparée et j'ai commencé à rechercher des avocats en droit de la famille dans le comté de Mecklembourg. Cette même semaine, j'ai reçu un appel inattendu de notre conseiller financier, Greg Toll. Il avait signalé quelque chose lors d'une revue de compte de routine. Le bénéficiaire de ma police d'assurance vie de 800 000 $ avait été changé il y a 4 mois. Le nouveau bénéficiaire était listé comme une organisation à but non lucratif appelée la 20 Clarity Foundation. Je n'en avais jamais entendu parler. Je n'avais jamais rien signé. Declan a fait des recherches en 20 minutes. La fondation était enregistrée dans le Delaware, ouverte il y a 14 mois. L'agent enregistré était un nom qu'aucun de nous ne reconnaissait, mais l'adresse postale correspondait au studio de Dilworth où Silas organisait ses ateliers. Elle avait modifié ma police d'assurance vie pour canaliser l'argent vers son opération, et elle l'avait fait discrètement, des mois avant le barbecue, des mois avant que tout cela ne devienne visible. Je suis resté assis avec cette information pendant un long moment. Puis j'ai appelé Devon Reed, l'avocat que j'avais déjà identifié, et j'ai programmé une consultation pour le lundi suivant. Je n'ai pas dit un mot à Evelyn. Je l'ai embrassée sur la joue ce matin-là, j'ai aidé Ren à mettre ses chaussures, j'ai conduit Paige à l'école et je suis allé travailler. Plus je restais calme, plus il me sous-estimerait. C'était le plan. 3 jours après avoir rencontré Devon Reed et mis la consultation au dossier, j'ai trouvé le carnet. Il était dans le sac à dos de Paige, coincé entre un livre de bibliothèque et un dossier de feuilles d'exercice d'orthographe. Un fin bloc-notes à spirale, le genre qu'on achète dans un magasin tout à $1. Sur la couverture, imprimé en lettres capitales soignées qui n'étaient pas de l'écriture de Paige, journal de mes vrais sentiments. À l'intérieur, les pages étaient préimprimées avec des questions, pas des lignes vierges pour qu'un enfant les remplisse librement. Des invites structurés, dactylographiés et formatés clairement, préparés par un adulte. Quand papa devient silencieux, te sens-tu en sécurité? Quand maman pleure à cause de papa, que fais-tu? Qui te fait te sentir calme? Les amis de maman ou papa? Je me suis tenu dans la cuisine et j'ai lu chaque page. Mes mains étaient stables. Ma mâchoire était serrée. Paige avait répondu à certaines d'entre elles avec son écriture appliquée de CE1. Sous qui te fait te sentir calme, elle avait écrit « Papa ». Il ne crie pas. Elle l'avait souligné 2 fois. J'ai photographié chaque page, remis le carnet exactement comme je l'avais trouvé et appelé Declan ce soir-là. Systématique, a-t-il dit quand je l'ai décrit. Un vide préchargé conçu pour susciter des réponses spécifiques. C'est du coaching, pas un journal intime. Nous avons besoin que ce soit documenté par un professionnel. Le lendemain matin, j'ai appelé le docteur Yasmine Chloé, une psychologue pour enfants recommandée par mon avocat, Devon Reed, et j'ai décrit ce que j'avais trouvé. Elle m'a demandé d'amener les 2 filles pour une évaluation informelle. Pas sur ordonnance du tribunal, rien d'alarmant, juste une visite dans un bureau agréable avec du matériel de dessin et un aquarium. Le rendez-vous était jeudi. Ren a passé la majeure partie du temps à dessiner des chevaux. Paige, à mi-chemin, a regardé le docteur Chloé et a dit sans y être invité, « Oncle Silas dit que papa ne sait pas aimer les gens, c'est vrai? Mais je pense qu'il aime juste doucement. » Le docteur Chloé n'a pas réagi. Elle a noté quelque chose et a dit doucement, « C'est une chose très réfléchie à remarquer. » Je regardais à travers la vitre sans teint. J'ai pressé 2 doigts contre le cadre de la fenêtre et je les ai maintenus là jusqu'à ce que l'envie d'entrer dans cette pièce et de mettre fin à toute la situation passe. Cette même semaine, Ren a commencé à bégayer. Ce n'était pas spectaculaire, juste une hésitation au début de certains mots. Une respiration retenue avant qu'elle ne puisse finir une phrase. Son institutrice de maternelle l'a signalé vendredi dans une note manuscrite envoyée à la maison dans son dossier. Ren a eu quelques difficultés avec la fluidité de la parole cette semaine. Quelque chose a-t-il changé à la maison? Je l'ai emmené chez le pédiatre le samedi matin. Le docteur Ariel Crane, qui voyait les 2 filles depuis leur naissance, a écouté attentivement, a posé quelques questions à Ren, l'a regardé essayer de répondre, puis m'a regardé avec l'expression stable de quelqu'un qui choisit ses mots avec soin. Des perturbations de la parole comme celle-ci chez un enfant de son âge sont presque toujours liées au stress, a-t-elle dit. Quelque chose dans son environnement a changé. Je vais l'orienter vers un orthophoniste, mais plus important encore, que se passe-t-il à la maison? Je lui en ai dit assez. Elle l'a documenté. L'orientation a été versée au dossier. 2 préoccupations médicales documentées en une semaine,
toutes deux pointant dans la même direction. Ce soir-là, après que les filles furent endormies, Evelyne est entrée dans la cuisine pendant que je passais en revue de la paperasse à la table. Elle s'est versé un verre d'eau et s'est appuyée contre le comptoir. L'institutrice de Rennes m'a appelé aussi, a-t-elle dit. J'ai levé les yeux. Et elle va bien. Les enfants traversent des phases. Evelyne a posé son verre. Tu n'as pas besoin de tout transformer en crise, Kurt. J'ai soutenu son regard pendant un long moment. Je ne transforme rien en quoi que ce soit. Je fais attention. Elle a détourné le regard en premier. Après qu'elle fut montée, j'ai ajouté la note de référence du docteur Crane à mon dossier, placé les photos du journal de pêche dans une enveloppe séparée et étiqueté les deux. Puis j'ai rédigé un message pour Devon. Nous avons une documentation médicale. 2 incidents distincts. Même semaine. Évaluation psychologique de l'enfant en attente. Je procède à une demande d'évaluation d'urgence. Devon a répondu dans l'heure. Bien. Gardez tout. Ne confrontez pas. Ne changez pas votre routine. Laissez-les continuer à penser qu'ils ont de l'avance. J'ai fermé l'ordinateur portable, éteint la lumière de la cuisine et vérifié les 2 filles avant d'aller me coucher. Pêche dormait avec son bras autour d'un lapin en peluche. Reine était recroquevillée sur le côté, respirant lentement et régulièrement. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant un moment. Puis je suis allé dans ma chambre et j'ai commencé à préparer le coup suivant. Owen Pruitt m'a trouvé avant que je ne le trouve. Je faisais des vérifications sur Silas 20 par l'intermédiaire de Declan depuis environ 10 jours lorsqu'un message est arrivé sur la ligne d'enquête générale de mon entreprise. Bref, professionnel, pas de mots inutiles. Je crois que nous avons un problème commun. Je surveille l'opération 20 depuis 8 mois. Si vous êtes le Harwick que je pense, nous devrions parler. Owen Pruitt, Phoenix, Arizona. J'ai demandé à Declan de le vérifier d'abord. Owen Pruitt, 54 ans, détective privé agréé basé à Phoenix, ancien détective du comté de Maricopa, 22 ans dans les forces de l'ordre avant de devenir indépendant. Il y a 3 ans, son client, un père nommé Denifar, avait perdu la garde de ses 2 fils dans une procédure judiciaire qui reflétait presque exactement ce à quoi je faisais face maintenant. Même langage de coaching, même manipulation des réponses émotionnelles des enfants, même rupture progressive du père avec son propre foyer. Silas 20 avait été l'influence facilitatrice dans cette affaire aussi, opérant sous un nom différent. Denifar avait perdu. Owen Pruitt n'avait jamais cessé de travailler sur l'affaire. Nous avons parlé par téléphone le mardi suivant. Il avait une voix plate et prudente, le genre qui vient d'années passées à parler à des gens qui cachent quelque chose ou qui sont sur le point de craquer. Le vrai nom de 20 est Kevin Doss, a dit Owen sans préambule. Né en 1982, Bend, Oregon. En 2014, il a été reconnu coupable de fraude dans le comté de Lane, a pris de l'argent à 6 clients pour un programme de conseil en deuil qui n'existait pas. A purgé 18 mois, a déménagé au Nevada, a changé légalement de nom en 2017. A lancé l'opération de coaching vers 2019 sous l'identité de 20. J'ai tout noté. Pourquoi cela n'a-t-il pas fait surface avant? Parce que les gens qu'il cible ne se parlent pas, a dit Owen. Il choisit des femmes qui sont déjà isolées de leur partenaire. Il approfondit cet isolement. Et le temps que le mari comprenne ce qui s'est passé, le mariage est fini et l'affaire est enterrée sous la paperasse de la garde. Une pause. Il a fait ça à au moins 11 familles que j'ai documentées. Vous seriez le numéro 12. Je me suis adossé à ma chaise. 12 familles. 12 hommes assis là où j'étais assis en ce moment. Pensant probablement qu'ils étaient seuls là-dedans. J'ai un spécialiste en informatique légale qui travaille sur ma piste numérique, ai-je dit à Owen. Documentation propre. Juridiquement admissible. Bien. Parce que j'ai autre chose. Il fit une pause. J'ai une déclaration sous serment de Denifar et j'ai identifié 3 autres hommes prêts à témoigner. Nous pouvons construire un argumentaire sur le modèle de conduite qui change le poids de tout ce que vous apportez au tribunal. 2 jours plus tard, Owen est venu de Phoenix en voiture et nous nous sommes rencontrés en personne à mon bureau à Charlotte. Il a étalé un dossier sur ma table de conférence. 11 résumés de cas, chacun étant une famille, nom, date, résultat. Les tactiques utilisées par Silas étaient identiques dans chaque cas. Les invites de journal,
le coaching linguistique des enfants, le recadrage progressif du père comme une menace émotionnelle. Le schéma était si cohérent qu'il ressemblait à un manuel. Parce que c'en était un. Owen avait trouvé un groupe privé en ligne que Silas gérait pour ses clientes principales. À l'intérieur, des instructions étape par étape sur la façon de documenter l'indisponibilité émotionnelle d'un mari à des fins de tribunal familial. Comment présenter le stoïcisme comme un danger? Comment coacher les enfants pour qu'ils expriment un malaise autour de leur père sans que cela ait l'air coaché? J'ai regardé les pages pendant un long moment. Il a construit un système, ai-je dit. Il le fait fonctionner depuis 5 ans, a confirmé Owen. Il n'est juste jamais tombé sur quelqu'un dont le métier est de démanteler des systèmes. J'ai levé les yeux vers lui. Jusqu'à maintenant. Owen s'est autorisé un petit sourire serré. Jusqu'à maintenant. J'ai appelé Devon cet après-midi-là. Nous avons ajouté la documentation d'Owen au dossier, signalé la condamnation pour fraude et commencé à rédiger la requête pour une évaluation de garde d'urgence. La date de l'audience était encore dans 6 semaines, mais la forme de l'affaire avait entièrement changé. Ce soir-là, je suis rentré à la maison pour trouver un formulaire d'inscription scolaire sur le comptoir de la cuisine. Evelyn avait commencé à le remplir. Les noms des 2 filles en haut, un programme résidentiel d'été, l'adresse d'une propriété dans les montagnes près d'Asheville. Je l'ai vérifié en 30 secondes. Le programme était géré par la 20 Clarity Foundation. Elle essayait d'envoyer ses filles dans son camp sans ma signature, sans demander. J'ai photographié le formulaire, l'ai remis exactement où je l'avais trouvé et j'ai appelé Devon. Elle vient de nous donner un autre chef d'accusation, a dit Devon. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. J'ai ressenti la clarté froide et concentrée d'un homme qui avait cessé d'espérer et commencé à gagner. L'article a été publié un lundi matin. Je l'ai vu d'abord grâce à un collègue qui m'a envoyé un lien par SMS à 7h15 alors que je déposais Paige à l'école. Le titre disait « Il a pris les enfants et a appelé ça la justice, au cœur de la guerre d'un père contre le parcours de guérison de sa femme ». L'article était signé Petra Wills, rédactrice pour un média de style de vie progressiste appelé The Current Narrative. L'article faisait 4200 mots. Je l'ai lu dans ma voiture sur le parking de l'école pendant que Ren mangeait une barre de céréales sur la banquette arrière. Petra Wills avait parlé à Evelyn, à 2 femmes du cercle de bien-être d'Evelyn, et à quelqu'un décrit seulement comme un « proche associé de la communauté », que j'ai immédiatement reconnu comme étant Silas. L'article me présentait comme un homme contrôlant et émotionnellement réservé qui avait utilisé son expérience en sécurité pour surveiller et intimider sa femme, armer le système judiciaire familial pour la punir d'avoir choisi la croissance plutôt que la soumission. Et traumatiser ses filles en les séparant de l'environnement nourrissant de leur mère. Pas une seule personne ne m'avait appelé pour un commentaire. Pas une. J'ai transféré le lien à Devon sans un mot. Il m'a rappelé en 8 minutes. Ne répondez pas publiquement, a dit Devon. Ne postez rien. Ne commentez pas. Ne lui envoyez pas de mail. Rien. Je n'avais pas prévu de le faire, lui ai-je dit. Bien. Laissez reposer. Nous allons gérer ça d'une manière différente. La manière différente est arrivée 4 jours plus tard par l'intermédiaire d'Owen Pruitt. Il surveillait le réseau de Silas depuis notre rencontre, et il avait pris contact avec une femme nommée Clara Voss, une ancienne cliente de Silas à l'époque où il opérait sous le nom de Kevin Doss au Nevada. Clara avait sa propre histoire, ses propres documents, ses propres dossiers de tribunal familial montrant le même schéma. Elle essayait de trouver une plateforme depuis 2 ans sans succès. Owen a connecté Clara directement à Petra Wills. Je dois accorder ce crédit à la journaliste, quand Clara est entrée avec un dossier contenant des transcriptions de tribunal, la condamnation pour fraude de Kevin Doss et une déclaration sous serment de l'affaire de Denny Farr, Petra Wills a lu chaque page. Puis elle a passé des appels. Puis elle a passé une semaine à vérifier. L'article de suivi a été publié 12 jours après l'original. Le titre, Le coach derrière le rideau, des questions émergent sur l'homme au centre d'une bataille pour la garde. Il détaillait la condamnation de Kevin Doss dans l'Oregon, le changement de nom au Nevada, le schéma à travers plusieurs familles, l'opération sans licence. Il ne me nommait pas, mais quiconque avait lu le premier article ferait le lien. Les commentaires sur l'article original ont tourné en quelques heures. Le média a discrètement supprimé 3 des paragraphes les plus incendiaires du premier article. Petra Wills, j'ai appris plus tard par Owen, a été licenciée de la publication 2 semaines après la parution de l'article de suivi.
Apparemment, son rédacteur en chef n'avait pas été informé que le premier article était basé entièrement sur des sources unilatérales. Je n'ai pas célébré. J'ai ajouté les 2 articles à mon dossier de preuves. Le premier comme preuve de manipulation narrative coordonnée. Le second comme corroboration de l'histoire documentée de Silas. Evelyne a découvert l'article de suivi un jeudi soir. J'étais dans mon bureau à domicile quand je l'ai entendu au téléphone dans la cuisine, sa voix montant dans les aigus. Elle a prononcé le nom de Silas 4 fois en 2 minutes. Puis elle s'est tue. Elle n'est pas venue dans mon bureau. Elle ne m'a rien dit du tout ce soir-là. Elle commençait à comprendre que le sol se dérobait sous ses pieds depuis des semaines et qu'elle venait seulement de le remarquer. Pendant ce temps, Declan avait trouvé quelque chose qui changeait la situation financière d'une manière que je n'avais pas anticipée. En effectuant une recherche plus approfondie sur les documents d'enregistrement de la Vin Clarity Foundation, il a découvert que la désignation du bénéficiaire sur ma police d'assurance vie, le changement que Greg Toll avait signalé des semaines plus tôt, avait été exécuté en utilisant un formulaire de procuration notariée. Le formulaire portait ma signature. Je ne l'avais jamais signé. Declan a envoyé le document à un analyste graphologue judiciaire qu'il avait utilisé sur 3 affaires précédentes. L'évaluation préliminaire de l'analyste est revenue en 72 heures. La signature montrait des incohérences dans la pression du stylo et l'espacement des lettres incompatibles avec mes échantillons de signature vérifiés. Son opinion professionnelle, c'était une falsification. Devon est devenu silencieux au téléphone quand je le lui ai dit. Puis il a dit, « Kurt, ce n'est plus juste une affaire de garde. C'est de la fraude, potentiellement une fraude criminelle. » Il a déposé une requête d'urgence auprès du tribunal le lendemain matin, citant le document falsifié, le changement de police non autorisé et le lien financier entre la fondation et Silas. Il a également contacté directement la division des fraudes de la compagnie d'assurance. La requête a rapidement attiré l'attention du tribunal. 3 jours plus tard, la juge Albert a émis un gel temporaire sur tous les comptes financiers conjoints en attendant l'examen et a ordonné aux 2 parties de soumettre des divulgations financières complètes dans les 10 jours ouvrables. L'avocat d'Evelyne a appelé Devon cet après-midi-là, exigeant de savoir ce que nous avions déposé. Devon a lu le résumé de la requête calmement, sans commentaire. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis l'avocat d'Evelyne a dit qu'il avait besoin de consulter sa cliente. Cette nuit-là, je me suis assis sous le porche arrière avec Hector à mes pieds et les filles endormies à l'étage. Le quartier était calme. Au bout de la rue, quelqu'un tondait une pelouse tardive. La guirlande lumineuse au-dessus de la table oscillait dans une légère brise. J'ai pensé à l'homme que j'avais été 6 semaines plus tôt, debout devant ce barbecue, me disant que les problèmes n'étaient pas aussi graves qu'ils en avaient l'air. Je n'étais plus cet homme, et l'affaire n'était plus une affaire. C'était une avalanche, et je ne l'avais pas poussé. J'avais juste arrêté de me tenir sur son chemin. L'appel est arrivé un mercredi après-midi alors que j'étais en revue de sécurité sur site pour l'entreprise. Le numéro du bureau du docteur Ariel Crane est apparu sur mon téléphone. Je suis sorti dans le couloir et j'ai répondu à la 2e sonnerie. « Monsieur Harwick » a-t-elle dit. « J'ai besoin que vous veniez dès que vous le pourrez. » C'est au sujet des analyses de sang de Ren de la visite médicale de la semaine dernière. Ren devait passer sa visite de contrôle des 6 ans. Routine, taille, poids, vaccin, bilan standard. Le docteur Crane avait fait une prise de sang dans le cadre du bilan. Je n'y avais pas pensé 2 fois. J'étais au cabinet 20 minutes plus tard. Le docteur Crane a fermé la porte avant de s'asseoir, ce qui m'a dit quelque chose avant qu'elle ne prononce un mot. Le groupe sanguin de Ren est AB négatif, a-t-elle dit prudemment. D'après ce que j'ai dans votre dossier, vous êtes O positif. Cette combinaison n'est pas génétiquement possible avec vous comme père biologique. Je suis resté assis avec ça un instant. La pièce n'a pas tourné. Ma poitrine ne s'est pas effondrée. C'était plus comme si une pièce d'un puzzle que je n'avais pas réalisé qu'il manquait tombait soudainement sur la table. Et l'image complétée était celle que je regardais depuis longtemps sans vraiment la voir. À quel point est-ce certain, ai-je demandé. Le groupe sanguin seul n'est pas un test ADN, a dit le docteur Crane. Mais dans ce cas, l'incompatibilité est absolue. Je recommanderais un test de paternité formel pour confirmer, mais les résultats sanguins sont sans ambiguïté. Je l'ai remercié. J'ai conduit jusqu'à chez moi. Je suis resté assis dans mon allée pendant 11 minutes. Ren avait 6 ans. Elle m'appelait papa.
Elle m'apportait des dessins de chevaux et me demandait de vérifier s'il y avait des monstres sous son lit et s'endormait sur mon épaule pendant les longs trajets en voiture. Elle était mienne de toutes les manières où ce mot signifiait quelque chose de réel. Mais Evelyne me mentait depuis au moins 7 ans. Avant Silas, avant les retraites de bien-être, avant le changement de langage, la distance et les photos Instagram mises en scène. Ce n'était pas une femme qui avait dérivé. C'était une femme qui vivait une version construite de notre mariage depuis la majeure partie d'une décennie. J'ai appelé Devon ce soir-là et je le lui ai dit. Il est resté silencieux pendant 3 secondes. Alors cela recadre tout. Ce n'est pas un modèle de tromperie récente. C'est un modèle de tromperie prolongée à travers tout le mariage. Cela compte énormément pour l'argument de la garde et pour l'affaire de fraude financière. Je sais, ai-je dit. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose avant qu'on aille plus loin. Reine est ma fille. Je n'utilise pas ça pour m'éloigner d'elle. Je l'utilise pour montrer qui est réellement Evelyne. Compris, a dit Devon. Et pour ce que ça vaut, c'est exactement la position qu'un juge veut entendre de la part d'un père. J'ai commandé un test ADN formel le lendemain matin via un laboratoire utilisé par le bureau de Devon. Chaîne de possession certifiée, admissible au tribunal. Résultat en 7 jours ouvrables. Pendant que j'attendais, Declan m'a apporté autre chose. Il avait effectué une recherche plus approfondie sur les antécédents de Silas et avait signalé une enquête fédérale active. Division des enquêtes criminelles de l'IRS, ouverte il y a 14 mois, ciblant la Vin Clarity Foundation pour revenus non déclarés provenant des frais de retraite résidentiels. Des paiements en espèces non enregistrés acheminés via une série de petites SARL. L'enquête était en cours et pas encore publique. Silas n'était pas seulement un fraudeur et un manipulateur. Il faisait l'objet d'une enquête fédérale, et Evelyne avait transféré les droits de bénéficiaire de ma police d'assurance vie en utilisant une signature falsifiée à une organisation que le gouvernement fédéral surveillait déjà. J'ai imprimé le résumé de Declan, l'ai ajouté au dossier, l'ai étiqueté clairement. Owen a appelé ce même après-midi avec une pièce de plus. Il avait pris contact avec une ancienne cliente de Silas d'Atlanta, une femme nommée Renée Corbin, qui avait quitté le programme 8 mois plus tôt et était prête à parler officiellement. Son récit de ce qui s'était passé au sein de l'opération de Silas correspondait à chaque modèle qu'Owen avait documenté dans les 11 autres familles. La construction de la dépendance émotionnelle, le coaching linguistique, les instructions étape par étape sur le repositionnement du mari comme une menace. Renée était prête à témoigner. J'ai appelé Devon et lui ai dit que nous avions maintenant une enquête fédérale, une analyse graphologique confirmant la falsification de signatures, un résultat ADN en attente et un témoin prêt à témoigner sur la nature systématique de l'opération de Silas. Devon est resté silencieux un moment. Puis il a dit d'un ton mesuré, un homme qui s'autorisait très rarement la satisfaction, « Kurt, je fais ça depuis 23 ans. Répète-moi ça encore une fois. » Je l'ai fait. Très bien, a-t-il dit quand j'ai fini. Nous ne faisons pas que gagner cette affaire, nous mettons fin à son opération. Les résultats ADN sont revenus un vendredi matin. J'étais à mon bureau quand le portail sécurisé du laboratoire a envoyé la notification. Je l'ai ouverte, j'ai lu la confirmation, j'ai fermé le navigateur et je suis resté assis un moment à regarder le coin de mon écran où Paige avait collé un petit dessin d'un chien qui ressemblait vaguement à Hector. Le résultat confirmait ce que le groupe sanguin avait déjà indiqué. Reine n'était pas ma fille biologique. J'ai appelé Devon. Il a eu le rapport dans l'heure. Puis j'ai appelé ma mère. Eleanor Harwick Nora, pour tous ceux qui la connaissaient, avait 71 ans et avait passé 40 ans comme psychologue scolaire dans la région de Raleigh-Durham avant de prendre sa retraite. Elle avait une façon d'écouter qui vous donnait l'impression que la pièce elle-même prêtait attention. Quand je lui ai tout raconté, pas la version condensée, la vraie, du début à la fin, elle est restée silencieuse pendant longtemps. Puis elle a dit, je viens à Charlotte. Et j'apporte mes dossiers. Elle est arrivée 2 jours plus tard avec une valise à roulettes et un calme qui remplissait n'importe quelle pièce où elle entrait. Je ne lui avais pas parlé spécifiquement de l'affaire de garde, mais elle observait les filles depuis des mois. Elle avait remarqué des choses que je ne m'étais pas autorisé à nommer. La façon dont Paige tressaillait légèrement quand Evelyne élevait la voix. La façon dont Reine s'arrêtait au milieu d'une phrase et regardait vers la porte avant de finir une pensée. De petites choses, des choses cliniques, des choses qu'une ancienne psychologue scolaire avec 40 ans d'expérience enregistrait automatiquement et complètement. Nora s'est assise avec les 2 filles pendant un après-midi pendant que j'étais au travail.
Elle n'a pas mené d'évaluation. Elle a juste passé du temps avec elle, a aidé Paige avec un puzzle, a lu 3 livres d'images à Rennes, a fait des croque-monsieur pour le déjeuner. Quand je suis rentré ce soir-là, elle m'attendait à la table de la cuisine avec un bloc-notes jaune couvert de son écriture précise. Paige gère, a-t-elle dit. Elle a construit des mécanismes d'adaptation. Elle essaie de prendre soin de Rennes, ce qui est trop de poids pour une enfant de 8 ans. Rennes lutte plus qu'elle ne le montre. Le bégaiement est lié au stress et s'améliorera avec la stabilité, mais elle a besoin que la source soit supprimée. Elle a tapoté son bloc-notes. Je témoignerai de tout cela professionnellement. Pas en tant que ta mère. En tant que psychologue agréé avec 40 ans d'observation d'enfants documentés. Je l'ai regardé un moment. Maman. Ne me remercie pas, a-t-elle dit. Gagne, c'est tout. La deuxième pièce est venue d'une direction que je n'avais pas prévue. Dorothy Donovan, la mère d'Evelyn, m'a appelé un mardi soir. Nous avions toujours eu une relation correcte, principalement construite sur un amour mutuel pour les filles et une capacité partagée à naviguer autour des côtés tranchants d'Evelyn. Elle semblait fatiguée quand elle a parlé, et prudente comme quelqu'un choisissant ses appuis sur un terrain incertain. Kurt, a-t-elle dit, je garde quelque chose depuis quelques semaines et je ne peux plus le garder. Elle m'a dit que lorsque les filles étaient restées chez elle 6 semaines plus tôt, un vendredi soir, Evelyn les avait déposées en disant qu'elle avait besoin d'espace pour une séance d'alignement. Silas était présent chez Dorothy quand elle est revenue les chercher. Il était venu avec Evelyn, non invité par Dorothy. Et pendant que Dorothy faisait du café dans la cuisine, elle avait entendu Silas parler à Paige à la table de la cuisine. Elle n'avait pas tout entendu, mais elle l'avait entendu demander à Paige, « Penses-tu que papa comprend tes sentiments, ou est-ce qu'il reste juste silencieux en espérant qu'ils disparaissent ?» Dorothy était revenue dans la pièce immédiatement. Silas avait souri et changé de sujet. Elle n'avait rien dit à l'époque parce qu'elle ne savait pas ce qui se passait. Maintenant, elle savait. « Je l'ai en vidéo », a-t-elle dit doucement. « Je garde une tablette sur le comptoir pour les recettes. » La caméra tournait. Je ne m'en suis pas rendu compte avant de revoir les images plus tard. J'ai conduit chez elle ce même soir. Elle m'a tendu la tablette. J'ai regardé la séquence 2 fois. 2 minutes et 18 secondes. Audio clair, vidéo claire. Silas cochant ma fille de 8 ans à une table de cuisine pendant que sa grand-mère faisait du café à 6 mètres de là. J'ai appelé Devon depuis l'allée de Dorothy. Sa voix a changé de la façon dont elle le fait quand quelque chose déplace tout le poids d'une affaire. Cette vidéo, a-t-il dit, est la pièce à conviction la plus importante que nous ayons. Pendant ce temps, ma sœur Nancy avait été un problème que je gérais discrètement. 3 semaines plus tôt, elle avait posté sur les réseaux sociaux en soutien à Evelyn. Un long paragraphe s'insère sur l'importance de soutenir les femmes qui choisissaient la guérison plutôt que le silence. Elle n'avait pas connu le tableau complet. Elle avait pris la version d'Evelyn pour argent comptant parce qu'Evelyn l'avait contactée personnellement, avait pleuré au téléphone et lui avait dit que j'étais devenu froid et inaccessible. Evelyn avait su exactement ce qu'elle faisait. Je n'ai pas confronté Nancy. Je lui ai envoyé la vidéo de Dorothy. Je lui ai envoyé le dépôt de plainte pour fraude. Je lui ai envoyé le résumé d'Owen sur les 11 familles précédentes. Elle m'a appelé à 23 heures, 3 jours plus tard. Elle pleurait avant même de finir de prononcer mon nom. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Kurt, je suis tellement désolé. Je ne savais rien de tout ça. Je sais, lui ai-je dit. Qu'est-ce que je fais? Tu retires le poste, ai-je dit, et tu me laisses gérer le reste. Elle l'a retiré dans l'heure. Étage 2 jours plus tard, elle a posté une déclaration publique brève et claire, j'ai fait un commentaire public récemment sans connaître tous les faits. J'ai eu tort de le faire. J'ai présenté mes excuses à mon frère. Cela n'est pas devenu viral. Ça n'en avait pas besoin. Cela existait, c'était vrai, et c'était suffisant. La semaine précédant l'audience, Silas a fait 3 mouvements. Le premier était une menace juridique. Une lettre d'un avocat tiers dont je n'avais jamais entendu parler. Alléguant que ma surveillance numérique des appareils ménagers constituait une invasion de la vie privée et exigeant que tous les enregistrements soient détruits et que je publie une déclaration publique formelle rétractant toute affirmation faite sur la conduite professionnelle de Silas 20. La lettre citait des dommages potentiels de $2 millions. Devon l'a lu en environ 90 secondes,
puis l'a posée sur son bureau avec l'expression d'un homme à qui l'on venait de remettre quelque chose de légèrement amusant. Il a peur, a dit Devon. C'est un coup de pression, pas une action juridique. Il n'a aucune qualité pour agir. Il était un tiers non résident dans votre foyer. Vous aviez tous les droits de surveiller votre propre maison. Il a pris son stylo. Je vais répondre aujourd'hui. 48 heures. Ça disparaît. La réponse de Devon faisait 2 pages de réfutation documentée précise. La menace s'est évaporée en 36 heures. Le deuxième mouvement était plus personnel. Evelyn a déposé une plainte auprès de la police de Charlotte-Mecklembourg affirmant que j'avais fait des déclarations menaçantes à son égard lors d'un appel téléphonique 2 semaines plus tôt. L'appel qu'elle citait concernait l'horaire de récupération des filles à l'école, complètement routinier et complètement enregistré. J'ai envoyé l'audio à Devon dans l'heure. Il l'a soumis au tribunal le jour même. L'officier enquêteur l'a examiné, a noté l'absence de tout contenu menaçant et a clos le rapport le lendemain matin. Le troisième mouvement est arrivé un mardi, 4 jours avant l'audience. Je suis rentré du travail pour trouver Evelyn dans la cuisine avec un document à la main. Elle l'a tendu et a dit d'un ton plat, « Ton avocat a besoin de voir ça. » C'était un rapport d'un psychologue nommé Dr Warren Gill, pas le Dr Chloé. Pas quelqu'un dont j'avais entendu parler affirmant que je présentais des symptômes compatibles avec un syndrome de réponse traumatique autoritaire non résolu et que mes antécédents professionnels créaient un profil de risque documenté pour un comportement domestique coercitif. Je l'ai lu debout au comptoir de la cuisine. Warren Gill, ai-je dit, n'est pas un psychologue clinicien agréé en Caroline du Nord. J'ai vérifié ses qualifications il y a 2 mois quand son nom est apparu dans la documentation du réseau de Silas. L'expression d'Evelyn n'a pas changé. Il est agréé dans le Tennessee, a-t-elle dit. Il n'est agréé nulle part reconnu par l'Association américaine de psychologie, ai-je répondu. Et le syndrome qu'il m'a diagnostiqué n'apparaît pas dans le DSM-5. Devon va apprécier ce document. Elle l'a repris sans un autre mot et a quitté la pièce. Devon ne l'a pas apprécié. Il a également déposé une plainte auprès du Conseil de psychologie de Caroline du Nord concernant la conduite de Gill pour avoir émis un rapport clinique sur un individu qu'il n'avait jamais rencontré ni évalué. Cette plainte prendrait des mois à être traitée, mais elle était enregistrée. La veille de l'audience, l'avocat d'Evelyn s'est retiré de l'affaire. Pas discrètement. Il a déposé une motion formelle citant des « différences irréconciliables » avec les instructions de sa cliente. Une associée junior du même cabinet s'est présentée à notre date limite de soumission pré-audience pour déposer les derniers papiers d'Evelyn. Elle avait l'air d'avoir reçu la mission 20 minutes plus tôt. Nora est arrivée chez moi ce soir-là et a préparé le dîner pour les filles. Paige a demandé pourquoi grand-mère restait dormir et Nora lui a dit que c'était parce qu'elle voulait voir le nichoir qu'elles avaient construit dans le jardin. Paige a accepté cela complètement et est allée lui montrer. Je me suis assis à la table de la cuisine après que les filles furent allées au lit et j'ai parcouru le dossier une fois de plus. Chaque document, chaque horodatage, chaque déclaration sous serment. Le résumé des 11 familles d'Owen, la vidéo de Dorothy, l'analyse de la signature falsifiée, les dossiers médicaux de Rennes, les photos du journal de Paige, l'évaluation du docteur Chloé. La référence à l'enquête de l'IRS, la condamnation pour fraude de l'Oregon. Les notes d'observation professionnelle de Nora. Devon a appelé à 21h30. Êtes-vous prêt? Je suis prêt depuis des semaines, ai-je répondu. Demain, vous n'avez qu'à vous présenter, a-t-il dit. J'ai rangé le dossier, éteint la lumière de la cuisine et regardé par la fenêtre arrière le jardin sombre où la balançoire se dressait contre la ligne d'arbres. Rennes avait nommé la balançoire de gauche, la rapide, et celle de droite, la calme. Elle choisissait toujours la calme. Demain, j'allais m'assurer qu'elle le pourrait encore. La salle d'audience 5C était plus petite que je ne l'imaginais pour le poids de ce qui s'y décidait. La juge Cynthia Albert était déjà à la barre quand nous sommes entrés. Fin de la cinquantaine, lunettes à monture argentée, l'expression posée de quelqu'un qui avait vu toutes les variétés de naufrages humains que ce processus pouvait produire, et avait depuis longtemps cessé d'en être surprise. Elle a expédié les questions préliminaires rapidement, avec l'efficacité d'une femme qui respectait son propre temps et s'attendait à ce que tout le monde le respecte aussi. Devon a ouvert pour notre côté avec une précision méthodique. J'avais passé des semaines à le regarder se préparer. Il n'a pas dramatisé. Il a enchaîné les journaux de surveillance montrant le coaching systématique des 2 enfants. Les invites du journal.
L'orientation en orthophonie de Rennes. Les images de la tablette de Dorothy, qu'il a passée une fois en entier sans commentaire. La salle d'audience était très silencieuse pendant ces 2 minutes et 18 secondes. L'avocate junior d'Evelyne a objecté 2 fois. La juge Albert a rejeté les 2 objections sans lever les yeux de ses notes. Devon a ensuite présenté Owen Pruitt comme témoin expert. Owen a pris la barre avec l'autorité tranquille d'un homme qui avait passé 30 ans dans des pièces où avoir tort avait des conséquences réelles. Il a passé en revue les 11 familles documentées, la condamnation de Kevin Doss, l'analyse du modèle de conduite. Il a été précis, calme et complètement inébranlable lorsque l'avocate d'Evelyne a tenté de contester sa méthodologie. Puis Nora a pris la barre. Ma mère s'est assise sur cette chaise comme si elle avait fait ça toute sa vie, ce qui, dans un sens, était le cas. Elle s'est identifiée, a donné ses références, ses 40 ans de travail documenté d'observation d'enfants. Puis elle a décrit dans un langage clinique précis ce qu'elle avait observé chez Page et Rennes au cours de 2 visites distinctes, les comportements compensatoires, la surveillance de l'environnement, les facteurs de stress spécifiques qu'elle avait identifiés. Elle a cité la littérature développementale. Elle a utilisé le mot « coercitif » 2 fois et l'a défini les 2 fois avant que quiconque ne puisse contester la définition. L'avocate d'Evelyne a tenté un contre-interrogatoire. Nora a répondu à chaque question avec la minutie patiente de quelqu'un qui avait déjà fait des dépositions et trouvait cela légèrement intéressant. Quand Evelyne a pris la barre, elle s'est mieux tenue que je ne le pensais. Mais la juge Albert avait une façon de poser des questions de suivi qui ne laissait pas de place aux contours flous avec lesquels Evelyne avait l'habitude de travailler. Quand Albert lui a demandé directement pourquoi elle avait changé le bénéficiaire de l'assurance vie sans que son mari le sache, Evelyne a dit qu'elle s'était fiée au conseil d'un consultant financier. La Vin Clarity Foundation, a dit la juge Albert en lisant un document, qui fait actuellement l'objet d'une enquête fiscale fédérale et dont le principal dirigeant a été reconnu coupable de fraude dans l'Oregon en 2014 sous le nom de Kevin Doss. Evelyne n'a rien dit. Je vois, a dit la juge. 2 heures plus tard, la juge Albert a rendu sa décision. Elle a été directe de la manière dont seules les personnes ayant une réelle autorité peuvent se permettre de l'être. Garde légale et physique exclusive pour Kurt Harwick. Visite surveillée pour Evelyne en attendant une évaluation psychologique. Gel immédiat de tous les actifs conjoints restants en attendant l'enquête pour fraude. Un renvoi formel au bureau du procureur du district du comté de Mecklembourg concernant la signature falsifiée sur le document d'assurance. Silas Vin Kevin Doss était déjà parti. Il avait discrètement fermé le studio de Dilworth 2 semaines plus tôt, le lendemain de la publication officielle de l'enquête fédérale. Pas d'adresse de réexpédition. À l'extérieur du palais de justice, Devon m'a serré la main sans théâtre. Owen Pruitt m'a fait un signe de tête qui signifiait plus que la plupart des discours. J'ai récupéré les filles à l'école cet après-midi-là. Paige a couru vers moi à travers le parking. Ren était juste derrière elle, son petit visage s'ouvrant sur le large sourire simple qu'elle portait avant que tout cela ne commence. « On peut prendre une glace ?» a demandé Paige. « Absolument » ai-je dit. Nous avons pris des glaces. Nous sommes rentrés à la maison. J'ai poussé Ren sur la balançoire calme jusqu'à ce qu'elle me demande d'arrêter, puis elle m'a demandé de continuer et j'ai continué. Cette nuit-là, après qu'elles furent endormies, je me suis assis sous le porche arrière avec Hector et un verre que je n'ai pas fini. Le quartier était complètement silencieux. La balançoire était immobile dans l'obscurité. J'avais gagné, mais gagner ressemblait moins à une victoire qu'à un sol solide. Le genre qu'on n'apprécie pas tant qu'on n'a pas passé des mois debout sur quelque chose qui ne cessait de bouger. J'avais fini de bouger. 4 mois plus tard, le bureau du procureur du comté de Mecklembourg a ouvert une enquête officielle sur le document d'assurance falsifié. Evelyne a coopéré partiellement. Elle a soutenu qu'elle ne savait pas que la signature était falsifiée, que Silas avait géré la paperasse et qu'elle lui avait fait confiance. Que ce soit vrai ou une stratégie juridique, je ne le savais vraiment pas. Devon a dit que cela n'avait pas beaucoup d'importance pour nos objectifs. La conclusion civile était déjà enregistrée. Silas Kevin Doss a fait surface brièvement sur un forum en ligne sous encore un autre nom, offrant des sessions de clarté à distance à $300 de l'heure. Owen Pruitt l'a signalé en 48 heures et l'a transmis à la division des enquêtes criminelles de l'IRS. Après cela, le profil a disparu. Owen m'a dit qu'il continuerait de surveiller. Je l'ai cru. La police d'assurance a été rétablie à son statut de bénéficiaire d'origine via le processus de remédiation de fraude.
Les actifs de la Vin Clarity Foundation ont été gelés en attendant l'enquête fédérale. Devons à gérer les deux sans me demander grand-chose au-delà des signatures. Evelyne a terminé sa première évaluation psychologique mi-octobre. Le rapport de l'évaluateur était mesuré. Elle n'était pas considérée comme un danger pour les enfants, mais une thérapie continue était recommandée avant que des visites non surveillées puissent être envisagées. Evelyne avait trouvé un thérapeute par elle-même avant que le tribunal ne l'exige. Devons la noter discrètement sans lui donner plus de signification qu'elle n'en avait. Elle avait déménagé de la maison la semaine suivant la décision. J'ai entendu par devant qu'elle louait une chambre simple dans une colocation à l'est de Charlotte. Des murs nus, une table pliante, un matelas au sol. Tout ce qu'elle avait passé 14 ans à construire réduit à ce qui tenait à l'arrière d'une voiture empruntée. Je n'ai pas ressenti de satisfaction à ce sujet. J'ai juste noté cela comme on note la conséquence finale d'une longue série de choix. Sa première visite surveillée avec les filles a eu lieu dans un établissement neutre début novembre. Paige est rentrée à la maison et a dit que ça avait été correct. Ren a dit que maman lui avait apporté un animal en peluche et qu'elles avaient colorié ensemble. Aucune des filles n'a posé de questions pour lesquelles je n'étais pas prêt. Les enfants sont souvent plus adaptables que les adultes. Il faut leur accorder ce crédit quand les adultes autour d'eux arrêtent de faire de l'instabilité le problème des enfants. Le bégaiement de Ren s'est résorbé presque complètement en septembre. Son orthophoniste, le docteur Iray, m'a dit lors de leur dernière séance qu'elle était, selon son opinion professionnelle, une enfant remarquablement résiliente. Je l'ai remercié et je n'ai pas dit que la résilience chez une enfant de 6 ans ne devrait pas avoir à être gagnée de cette façon. Paige a construit un nichoir dans un club de menuiserie après l'école. Elle l'a peint en vert et jaune et m'a demandé de l'accrocher dans le jardin près de la balançoire. Je l'ai fait. 3 semaines plus tard, une paire de troglodytes s'y est installée. Elle me l'a fait remarquer un samedi matin comme si c'était la chose la plus drôle et la plus satisfaisante qui soit jamais arrivée. Peut-être que c'était le cas. Nancy est venue nous rendre visite en décembre, la première fois qu'elle venait à Charlotte depuis plus d'1 an. Elle a apporté des cadeaux pour les 2 filles et a passé un après-midi à aider Paige avec une maquette qu'elle construisait. Avant de partir, elle m'a serré dans ses bras à la porte d'entrée et a dit « J'aurais dû poser plus de questions. » Tu sais. Maintenant, tu sais, lui ai-je dit. C'est ce qui compte. Le commandant Reston a appelé pour prendre des nouvelles courant octobre. Il avait entendu dire par des contacts communs que l'affaire était résolue. Je lui ai dit que c'était le cas. Il a dit, bien. J'ai toujours dit que tu étais l'officier le plus stable avec lequel j'ai travaillé. Je suis content que le juge l'ait compris. Je l'ai remercié. Un soir de fin novembre, j'étais dans le jardin avec les filles après le dîner. Paige poursuivait Hector autour du périmètre de la cour. Ren s'était posté sur la balançoire calme et observait le nichoir avec une expression de profond intérêt scientifique. Elle s'est tournée vers moi et a dit, « Papa, tu crois que les oiseaux savent que la maison porte le nom de l'un d'eux ?» J'ai regardé le nichoir. J'ai regardé Ren. En anglais, le nom de l'oiseau, Oren, se prononce comme son prénom. Je pense qu'ils l'ont probablement compris, ai-je dit. Elle a hoché la tête, satisfaite, et est retournée à son observation. Je suis resté là dans l'air rafraîchissant du soir avec la balançoire grinçant doucement à côté de moi. Et j'ai pensé à ce que cela signifiait de reconstruire quelque chose à partir de matériaux authentiques au lieu de suppositions et d'espoir. C'était plus lent. C'était plus dur. Et c'était le seul type de construction qui tenait vraiment. Les filles étaient à la maison. La maison était calme. Hector était épuisé d'avoir été poursuivi. Nous allions aller bien. Pas le genre de « bien » qu'on joue, mais le vrai genre. Le genre qu'on construit une soirée ordinaire à la fois. Jusqu'au jour où l'on réalise qu'on a arrêté de les compter.